Salut à tous, une vidéo dans des conditions un peu particulières, vous voyez, je suis tranquillement à la calée avec un petit coussin derrière les épaules, je vais essayer d'ajuster ça un peu mieux, à la calée, et je voulais faire une vidéo sur un sujet, suite hier à une discussion que j'ai eue très rapidement sur sur un article du journal Le Monde auquel j'ai réagi, et sur lequel j'ai argumenté. Donc là, tout de suite, je suis à l'écart puisque mes enfants, mes jeunes sont en train de regarder la télé et en même temps une chaîne Facebook où il y a un direct des manifestations et la partie qui n'est pas montrée dans la télé. Donc il s'agit de Brut, hein, la chaîne Brut, qui est de Rémi Buzine, je pense, ou Rémi Buzine travaille pour, qui fait des directs dans toutes les circonstances et dans lequel on voit des vraies images avec des vrais commentaires. Voilà, il ne s'agit pas de journalisme formaté. Donc je regarde ça de très près. Et comme je le répète, je suis un gilet jaune dans l'âme. Hein. Comptez pas sur moi pour cracher sur le gilet jaune. Alors, je voulais vous parler justement de cette réaction. Le titre de l'article rédigé par Le Monde, c'était Non, la France n'a pas perdu sa constitution. Et effectivement, la France n'a pas perdu sa constitution. Mais le problème de la France, c'est que sa constitution, elle est sous celle de la Constitution européenne. Vous savez, la Constitution européenne qui avait été rejetée et qui est devenue le traité de Lisbonne. Donc en fait, la France n'a plus de constitution, puisqu'en fait celle qui prédomine est la Constitution européenne, qui ne s'appelle pas telle quelle, mais qui existe en tant que telle et qui accomplit la même fonction. Donc la France n'a pas perdu sa constitution. Après, il s'agit d'un élément de langage. Hein. On peut jouer sur le langage et sur les faits, sur les histoires. Mais la réalité est tout autre. Donc moi, je m'étais permis de poster une petite réponse qui a eu un succès très modeste. Hein. Quand vous voyez le nombre de contributions, j'aime pas, qu'il y a eu, le nombre de commentaires, vous voyez bien que bon, 12, j'ai pas fait un plébiscite. Hein. J'ai pas non plus fait, on va dire, le contraire, l'inverse, concernant ceux qui sont pro-Union européenne. Donc je m'étais permis de dire tout simplement, l'UE dirige, donc ce n'est pas une démocratie. Donc ce n'est pas une démocratie, la France n'est pas une démocratie, et l'Europe n'est pas une démocratie. Donc ensuite, il y a eu des réponses. On va les lire ensemble. Laurent Collat, l'UE fonctionne sur une base démocratique et elle ne décide pas du tout, loin de là. Donc là, il y a eu de plus. Ensuite, Laurent Collat, l'UE est une communauté et des décisions sont prises par tous les pays qui la composent. C'est donc une démocratie en tant que démocrate, vous devriez le savoir. Et là, je me suis permis d'intervenir et de commencer à mettre les pieds dans le plat. Et j'ai dit, le GOPE, c'est pas le Parlement qui l'impose, c'est la Commission, avec des technocrates non élus. L'URSS, c'est pas mon truc. Voilà. L'URSS, c'est un jeu de mots. Les Russes parlent de l'Union européenne en disant nous avons vécu dans votre futur et ça n'a pas marché, en parlant de l'URSS. Et les Russes considèrent à juste titre que l'URSS, avec ça, vous voyez le lapsus, que l'Union européenne, avec sa centralisation, fonctionne exactement de la même façon que l'URSS à son époque, avec des mécanismes coercitifs un peu différents, mais donnez-lui le temps et vous verrez que si, voilà, hein, la coercition, c'est quelque chose qui fait partie éventuellement des fonctions de l'Union européenne. On va en parler. Alors, donc moi je me suis permis de répondre, Patrick, ne vous fatiguez pas, fumer le peuple, il a pigé. D'ailleurs, j'aurais dû rajouter, il a pigé et il est dans la rue. Alors, je continue, puisque maintenant on va parler, j'ai mis les pieds sur la table en parlant du GOPE. Et là, le GOPE, il n'y a pas grand monde qui connaît. Le GOPE, c'est ce qu'avait tenté de nous expliquer M. François Asselineau, qui tout le monde était plus ou moins resté de marbre. Donc je pense que le GOPE, je vais l'appeler, c'est grandes orientations politiques et économiques. Donc tout ça. Alors qui rédige les GOPE? Est-ce que c'est le Parlement européen? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est un autre organisme? Parce que la question de savoir si l'Union européenne est une démocratie, pour que ça soit une démocratie, il faudrait qu'il y ait un Parlement, que ce soit le Parlement qui soit souverain, avec des parlementaires qui soient élus par les divers peuples respectifs. Et en l'occurrence, il se trouve que on va essayer de plancher un peu sur ce GOPE. Donc, moi j'ai tapé GOPE sur internet et j'ai regardé ce qui me tombait en premier. Et on va visiter un peu ensemble. Donc je suis tombé
je fais le travail un peu à l'envers, je suis tombé sur ce site cvce.eu. L'infrastructure de recherche CVCE de l'Université de Luxembourg vous donne accès à des milliers de documents et de publications sur le processus de la construction européenne. Voilà ça. Donc là maintenant, on va aller un peu plus loin. Et on se retrouve sur ce même site, vous voyez en haut, hein, barre des tâches, vous regardez, et là, euh, vous regardez sur la colonne de gauche, on arrive les GOPE. Donc je vais changer ça un peu de place. Depuis le traité de Rome établissant les communautés européennes, l'économie européenne, blablabla, blablabla, blablabla. L'élaboration des GOPE. Donc voilà, il y a des explications suffisamment claires là-dessus. Continuons. La surveillance et la mise en œuvre des GOPE a pour objet d'assurer une coordination plus étroite et une convergence soutenue des performances économiques des États membres et se déroule selon un rythme annuel et porte depuis les réformes intervenues 2011-2013 sur les politiques en cours et celles envisagées. La procédure se développe selon une division de l'année civile en 2 semestres. Le premier semestre dit... Alors, voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est de la technique. L'exercice de la surveillance exige de tous les États qu'ils présentent une série d'informations macroéconomiques et budgétaires et sociales. Donc, en faux, je vais vous résumer tout ça. En gros, ce GOPE est rédigé par des technocrates qui sont non élus. Ensuite, ce GPE, ce groupement c'est les grandes orientations politiques et économiques, est transmise aux États sous forme d'un document, et les États se doivent de l'appliquer. Donc maintenant, on va aller, si vous écoutez peut-être le chien, vous allez aller, et on va aller sur des documents. Alors, europa.eu, on est toujours sur du document officiel. Donc là, vous écoutez mon chien qui jappe un peu peut-être. Et donc, c'est un document qui est assez long. Je vais essayer de ne pas le perdre le fil, mais bon, voilà, on va remonter. Les documents de travail des services de la Commission. Voilà, il s'agit bien de la Commission, il ne s'agit pas du Parlement. Donc tout ça, c'est un document qui est assez lourd. On est peut-être dans les 90 pages, je ne me rappelle plus. Je l'ai lu en entier à une époque. Tout comme j'avais lu en entier, quasiment, non, j'avais pas lu en entier. Visite de mon chien. Lorsqu'il y a eu le traité de Maastricht et qu'il fallait voter pour le référendum, j'étais un jeune citoyen. J'avais acheté le petit dossier dans une librairie, j'avais réussi à le trouver, il était de ce format-là, en format A4, et j'avais commencé à le lire pour comprendre ce à quoi on nous demandait de participer. Et je me sentais profondément européen, et je me sens toujours profondément européen. J'avais commencé à lire ce truc, j'ai dû en lire 30%. Et en fait, j'ai vite compris que ce document, j'avais pas la formation juridique pour le comprendre. C'était une série d'articles, et ensuite cet article était avec des alinéas, et une fois que vous arriviez dans ces alinéas, vous arriviez sur d'autres articles avec d'autres alinéas qui vous disaient en gros qu'il fallait changer de page, ainsi de suite. Par contre, dans le tiers du document que j'ai essayé de lire sans rien y comprendre, ce que j'avais clairement vu, c'est que j'ai nullement vu et entendu parler d'uniformisation de la fiscalité, uniformisation par le haut des régimes sociaux, de protection sociale, et j'y ai vu nullement parler, entre guillemets, de démocratie et de peuple. J'y voyais parler que de liberté de circulation des biens, des marchandises, des capitaux et des hommes. Donc je me suis dit, il y a un problème avec ce document, et que je ne comprenais pas. Par contre, je voyais très bien de quoi il ne parlait pas. Il ne parlait pas de vous, ni de moi, ni de l'ensemble des peuples, et ni d'une harmonisation, on va dire par le haut, sur les sujets qui nous préoccupent. Ce document est un document qui a été rédigé pour permettre la libéralisation totale de l'Europe. Voilà, avec maintenant ce que l'on constate, les privatisations, qui remplissent grassement les poches des grandes multinationales. Donc, forcément, ayant lu ça, je ne sais plus quel âge je devais avoir, peut-être 22, 24, 25 ans, je ne sais plus. Il faudrait que je fasse le calcul. Je n'ai pas plus soyé au référendum. Donc est arrivé le référendum suivant pour la Constitution européenne. Là, il y avait un certain Étienne Chouard qui nous expliquait déjà à cette époque que c'était un intubage. J'en étais intimement convaincu, ayant fait le boulot des années avant, que c'était de l'intubage.
Je me suis démerdé pour trouver le contenu de ça, j'ai relu 30%, et en fait, ce 30%, c'était ce que j'avais lu des dizaines d'années avant, mais en pire. Donc il était clair pour moi que je ne pouvais pas plus soyer à ce document-là, et d'ailleurs, les Français qui, sans l'avoir lu, avaient compris que ce truc, c'était pas très démocratique. Et la preuve en est que c'était pas démocratique, c'est que vous avez, et on a tous voté majoritairement, non, et qu'ensuite, les politiciens, partis de pouvoir, les partis politiques de pouvoir se sont réunis à Versailles, lieu symbolique, pour contourner le problème, le vote des citoyens, et faire et mettre en place et valider ce qu'ils ont appelé le traité de Lisbonne, qui est en fait la copier-coller de la Constitution en changeant, on va dire, euh, en mettant des synonymes au lieu d'utiliser les mots réels. On va jouer un peu, on va faire un peu le politicien jouer avec le langage, mais qui fondamentalement ne change rien, puisque la preuve en est, c'est que tout ce qui a été mis en place depuis le début de la construction européenne telle qu'on la voit à l'heure actuelle n'a pas dévié d'un iota. Ça a été que l'amplification, l'intensification et l'augmentation en termes d'intensité et de rapidité des mises en place de ce que vous aviez déjà pu constater avant, et qui était dysfonctionnel pour le bien-être des peuples et des citoyens, quels que soient les pays d'Europe. Donc, les Français avaient compris sans avoir lu, mais ils avaient compris, et les politiciens ont contourné le truc. Et pour vous dire, tellement ils ont eu raison, ils nous avaient tous dit dans les médias, c'était extraordinaire, c'était génial, ça allait être la paix sociale, ça allait être le plein emploi, ça allait être l'amitié entre les peuples, ça allait être le paradis en fait. Et les Français avaient compris que non, que ça allait bugger le truc. Mais, et l'histoire leur montre raison, c'est que nos brillants politiciens, nos brillants brillants de l'époque, qui nous avaient vendu le truc et qu'on avait refusé, et ben voilà, les temps sont là, ils parlent. Si c'était tout ce qu'ils nous avaient vendu, il n'y aurait pas tous ces pays en Europe qui commencent à faire sécession vis-à-vis de l'Union européenne et sur leurs caractéristiques propres. Hein. Il n'y aurait pas la Pologne qui dirait non, nous on veut pas accueillir de migrants extra-européens. Il n'y aurait pas la Hongrie qui en ferait de même, il n'y aurait pas l'Italie qui en ferait de même et qui rejetterait l'austérité, il n'y aurait pas le Portugal qui aurait rejeté l'austérité, il n'y aurait pas les gilets jaunes dans la rue, ainsi de suite, ainsi de suite. Si l'Europe, telle qu'on nous l'a vendue et telle qu'ils l'ont mise en place et structurée fonctionnait, tout de suite, on devrait être au paradis. C'est factuel, là c'est un moyen de mesurer. Si l'Europe fonctionnait, ça se verrait. Enfin, ça se voit, elle fonctionne, mais pas pour vous, pas pour moi, pas pour les gens qui crèvent de faim. D'ailleurs, à chaque président qui arrive nous dit il y aura plus de SDF. Hein. Ça se voit clairement, l'Europe n'est pas faite pour les peuples, elle n'est pas faite pour le citoyen moyen, elle est faite pour les gens qui sont tout à fait en haut, là d'ailleurs, qui s'enrichissent dans tous les pays d'Europe à une vitesse exceptionnelle, mais ils ne sont pas faits pour le simple citoyen. Vous, le citoyen, on casse votre protection sociale, chômage, retraite, sécurité sociale, on précarise votre boulot, donc réforme du marché du travail, casse en France par exemple de ce qu'on appelle les prud'hommes, hein, qui d'ailleurs plus personne ne va au prud'homme, ne veut y aller, puisque de toute façon vous allez perdre, et si vous gagnez, vous gagneriez quasiment rien, comparativement à avant. Donc voilà, objectivement, pragmatiquement, montrez-moi les bienfaits de l'Europe. Alors certains vont dire, oui, mais l'Europe c'est la paix. Là, je vous dirais, vous avez la mémoire courte, c'est la paix. Si l'Europe c'était la paix, il n'y aurait pas eu la guerre de Yougoslavie. Alors vous allez me dire, oui, mais la Yougoslavie, c'était pas l'Europe. Ah, je suis désolé, géographiquement, c'est l'Europe, et tous les pays d'Europe, parce qu'ils étaient dans l'OTAN, ont participé à bombarder la Yougoslavie et à en faire un pays fragmenté avec le succès qu'on connaît d'ailleurs tout de suite. Hein, c'est-à-dire les Balkans qui sont balkanisés. D'ailleurs, maintenant on dit balkanisés, et avec par exemple un des éléments qui était constitutif de la Yougoslavie, la Bosnie, qui est une base arrière de Daesh, et qui, suite à ce conflit-là, maintenant, a fait que tous les pays en Europe, Espagne, France, Belgique, toutes les banlieues sont en France et en Belgique, pour l'essentiel d'ailleurs, hein, il faut être précis, sont maintenant des lieux où vous pouvez trouver en marché libre des quantités innombrables de la Kalash. Hein. La Kalash, maintenant, c'est pas le gun à l'américaine, c'est la Kalash. Et la Kalash est venue suite à la dislocation de l'Union européenne. Donc, vous allez vous trouver une Kalash pour 500-600 euros en banlieue, y compris dans des petites villes de province. Voilà, donc, vous dire, les guerres, il n'y en a pas en Europe. Hein. Faut se rappeler de la Yougoslavie. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de l'OTAN et que la France, même si elle ne fait pas la guerre en Europe directement en permanence, elle participe à des opérations militaires sous l'injonction de l'OTAN. Et implicitement, dans les textes européens, à partir du moment où vous faites partie d'une européenne, vous faites partie implicite de l'OTAN. Ça, c'est un truc, cherchez, vous vérifiez, bon bref.
Alors, on va avancer un peu. On va avancer un peu. C'est pour ceux qui disaient que l'Europe c'est la paix. On voit à tel point l'Europe c'est la paix. Tout de suite dans les Champs-Élysées, là, tout de suite, l'Europe c'est la paix. Hein. L'Europe de Macron, et Macron a envoyé les canons à eau contre la population française, contre les Français. Donc l'Europe c'est la paix civile, c'est la paix sociale, c'est le paradis. Il faut comprendre les choses à leur source. Alors, peut-être que vous voyez afficher ces pop-up en bas, là, ce sont des commentaires sur Facebook. Dominique Simoncini, donc qui est un coach sportif. Moi aussi, je suis coach sportif que je suis, avec qui j'ai des échanges assez fréquemment. Quelqu'un qui a une plume brillante, une capacité de synthèse et d'élocution brillante, qui fait des interventions, qui intervenait même, je crois, sur RMC à une certaine époque, qui a été congédié. Hein. Voilà, il fait pas bon dire ce qu'on pense, et qui en ce moment est en train de faire des petites vidéos, comme je le fais, mais bien plus qualitatives. Il a beaucoup plus de talent que moi, et beaucoup plus cinglantes, et qui sont partagées et visionnées d'une façon plus qu'intéressante. Alors, on va descendre, puisque là vous avez le GOPE 2018. Donc vous voyez, il y a du monde, hein, il y a du graphique, il y a de l'argumentaire. On voit qu'il y a des gens qui sont des spécialistes du tableau Excel et qui réfléchissent pour nous à notre avenir. Hein. Donc voilà, on continue, puis on va arriver finalement à ce qui va nous intéresser le plus, les conclusions. Les conclusions. Puisque dans les conclusions, on va pouvoir voir et lire, et c'est ce que j'avais mis en argumentaire sur cette discussion sur le journal Le Monde. Hop, alors il faut que je retrouve ça. Tableau récapitulatif. Alors ce document-là, que je le mettrai en lien, vous allez le retrouver sous forme d'un condensé beaucoup plus court. Et où il y aura un condensé du développement, un résumé du développement, et ensuite où il y aura un résumé du résumé et du récapitulatif, ce qui sera un résumé ou les conclusions, et ce qui seront les réelles directives. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas obligatoire. Et bien de ce document qui est donné à chaque pays, par la suite, le pays devra s'y conformer, alors que c'est marqué que c'est pas obligatoire de se conformer, c'est des recommandations. Et s'ils ne s'y conforment pas, ensuite, il y aura des réunions de cette commission, de ces technocrates, et qui décideront de faire un autre document pour dire c'est pas bien, vous n'avez pas suivi les recommandations. Et si ensuite, c'est sans effet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors eux, ils disent non, il n'y a pas de sanctions. Alors on va les voir avant d'aller par la suite. On va les voir. Donc l'Italie reçoit ce même texte avec ses spécificités à elle. Et derrière, l'Italie doit se conformer à ce texte et suivre ses recommandations. On voit bien le titre, recommandations par pays de 2017. Hein, là, je vous le mets en. Donc là, c'est pour le cas de la France. On va les voir. L'Italie, elle, donc, elle a décidé pour 2018 de présenter un budget à l'Union européenne, puisque c'est la règle. Vous présentez un budget qui doit se conformer à ces recommandations. Et donc l'Italie a présenté un budget, donc 22/11/2018, un budget, et le budget ne plaît pas à l'Union européenne. Et donc l'Italie se rapproche d'une sanction européenne. La Commission a ouvert le voie à une procédure de sanction à l'encontre d'Italie et de son budget hors des clous, mais elle joue la prudence car l'approche des élections européennes, un bras de fer avec Bruxelles et un argument électoral précieux pour les partis populistes au gouvernement. Voilà, donc pour ceux qui disent que l'Europe est une démocratie, que le Parlement a un pouvoir, non, les grandes lignes se jouent en commission et se jouent à la Banque centrale européenne par des technocrates et ne se jouent nullement au Parlement européen où on va dire là-bas, on va discuter des chiffres après la virgule. Hein. L'image que j'aime bien donner, mettons, supposons, ils vont décider qu'il va falloir donner, alors c'est pas eux qui décident, hein, mais qu'il faudrait donner 4 milliards d'euros à la recherche pour un pays comme la France. Le Parlement va pas décider des 4 milliards. Hein. Le Parlement va dire, nous on voudrait que ça soit 4 milliards et 2 centimes d'euros de plus. Voilà. Le Parlement, son rôle, c'est juste là pour faire beau, c'est de la figuration. Les mecs sont donc payés, hein, ils casquent, hein, ils gagnent beaucoup de pognon pour ça. Ensuite, il y a même des distributions d'enveloppes, hein, vous pourrez trouver ça. Les vidéos sont là pour en témoigner. Et donc, par la suite, dans la réalité, ce sont ces GOPE qui prennent le dessus, et s'ils ne sont pas respectés, la commission et puis les gens, d'ailleurs Moscovici non élu en Union européenne, qui lui fait partie de ces 10 organismes-là, qui décide, Moscovici d'ailleurs qui nous a déclaré ces jours-ci, la France a fait des efforts, mais c'est pas suffisant. Voilà, il a déclaré ça il y a pas longtemps.
chercher sur Monsieur Google. Alors on va revenir sur le GOPE. Les grandes orientations, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce résumé? Je vais pas toutes les faire, on va en faire que 4. Ça suffira, je pense. Je vous laisserai faire le travail. Je vous laisserai faire le travail. Alors, première recommandation, se conformer à la recommandation du Conseil du 10 mars 2015 au titre de la procédure concernant les déficits excessifs. Poursuivre les efforts budgétaires importants en 2018, conformément aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et tenant compte de la nécessité de se conformer à la reprise actuelle et de garantir la soutenabilité des finances publiques. En gros, ça veut dire il faut que vous restiez sous les 3% de déficit. Voilà. Donc ça, c'est le GOPE qui dit ça. Voilà, règle numéro 1. Ensuite, bon, il y a plus de trucs. On va continuer. Se conformer à la réglementation, je vais lire la suite. Je vais prendre le temps de relire en même temps. Donc ensuite, c'est un résumé. C'est un résumé du gros texte qui avait plus haut. Ah, zut, c'est la difficulté d'être en direct et puis d'être dans un lit finalement. Ah, je vais y arriver ou pas? Oui, deuxième recommandation. Consolider les mesures de réduction du coût du travail afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétaire neutre et d'accroître leurs effets sur l'emploi et l'investissement. Voilà, donc, je vous avais donné la première recommandation, c'était austérité. Le terme, il est là, austérité. Austérité. Donc, tout ce que vous voyez au niveau de la restriction des budgets, partout où vous les trouvez et que vous êtes fonctionnaire ou que vous êtes, je dirais, un usager des services publics, c'est dans les textes de l'Union européenne, c'est dans les recommandations. Maintenant, nous allons passer dans le domaine du marché du travail. Consolider les mesures de réduction du travail, réduction du coût de travail. Ça veut dire tout simplement salaire le plus bas possible et charge patronale le plus bas possible pour la compétitivité. Donc voilà, vous comprenez pourquoi les salaires n'augmentent pas. Pourquoi non plus il n'y a pas de réévaluation suffisante et conséquente du SMIC, et vous comprenez aussi pourquoi tous ces dispositifs pour que les gens aient recours à des emplois qui ne soient pas des emplois où ils seraient d'une au SMIC puisqu'ils seraient sur des temps partiels, ainsi de suite. Enfin bon, je ne vous fais pas de dessin, je pense que dans votre quotidien vous serez capable de voir. On va continuer un peu. Ah, ça va trop vite, ça va trop vite. C'est vraiment pas confortable à lire. Alors, troisième recommandation. Ah, ça va beaucoup trop vite. Je remonte, je vais essayer d'être un peu prudent. Troisième recommandation, améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment les travailleurs d'emploi les moins qualifiés et les personnes issues de l'immigration. Donc là, on va dire, je vais solliciter le truc, voilà, améliorer l'accès au marché du travail des demandeurs d'emploi, notamment les travailleurs les moins qualifiés et les personnes issues de l'immigration. Donc en gros, on vous dit là, si vous êtes un patron, ou si vous êtes un responsable politique, vous ne devez pas faire en sorte que les gens qui accèdent à l'emploi soient les gens que vous aurez vus comme les plus compétents, les plus à même de faire fructifier votre business. Ça va être les gens qui seront les moins qualifiés et issus de l'immigration. Voilà. Je vous laisse ensuite la responsabilité de savoir si ça veut dire qu'il doit y avoir une préférence ou pas pour les personnes d'origine étrangère. Sociologiquement parlant, je vais vous la faire à l'envers. Si vous faites un peu de sociologie de comptoir comme moi, vous savez qu'en fait, en France, les gens qui sont les moins qualifiés sont les gens qui sont d'origine étrangère. Donc implicitement, quand vous mettez ces deux éléments-là à côté de l'autre, ça veut simplement dire qu'il y a une facilité d'accès au marché du travail et préférer l'accès au marché du travail aux personnes d'origine étrangère, donc à l'immigration, donc aux migrants. Voilà, ça c'est ce que nous demande l'Union européenne. Donc peut-être que vous comprendrez des choses que vous aurez constatées. Alors, on va continuer. Quatrième recommandation, pourdu la réduction des charges réglementaires pesant sur les entreprises. Donc ça, c'est subventionner les entreprises, baisser leurs charges, ainsi de suite. Bon, allez, on continue. Je vais pas toutes les faire. Je vais pas toutes les faire. Alors après, objectif en matière de taux d'emploi, 75% de la population âgée doit... Bon. Ensuite, des objectifs écologiques, efficacité énergétique. Bon, bref. Voilà. Donc, je voulais vous présenter un peu concrètement ce fameux document GOPE, voir prouver son existence.
et prouver qu'en fait, de par le fait que si vous appliquez pas ces directives-là, ensuite les pays sont sanctionnés, qu'en fait l'Union européenne n'est pas une démocratie. La France n'est pas une démocratie. La France, en tant que telle, en tant que structure obéissant à des autorités supranationales, n'est pas un pays, n'est même plus une nation. La France est un gouvernat et Macron est un gouverneur qui fait tourner la boutique, tout comme l'impose l'Union européenne, puisqu'en fait, quand vous voyez derrière la mise en application concrète de tout ce qui est mentionné là-dessus, vous vous rendez compte qu'en fait, eh ben, c'est le copier-coller du plan, ce qu'a fait Sarkozy, si vous faites une rétrospective arrière, ce qu'a fait Hollande et ce qu'a fait Macron. Sur ce, pour les adorateurs de l'Union européenne versus monde de la finance et pas version monde du peuple, je vous salue et puis ben, je pense que nous sommes aujourd'hui au début de la révolution, d'une révolution. Voilà, ça c'est mon interprétation. Macron ne terminera pas son mandat en tant que président avec un gouvernement qui sera un gouvernement sous sa responsabilité. Macron, il y aura des mécanismes peut-être on va dire, que Chirac avait fait, dissoudre l'Assemblée nationale, ou peut-être même des événements tout à fait surprenants qui peuvent se produire. Très très surprenant. On n'est pas au bout de nos surprises. C'est ce que je dis très souvent. Si on vous avait dit il y a 10 ans, là où on en serait tout de suite, on vous aurait traité de fou. Voilà. Et d'ailleurs, on me traitait de fou, puisque ce que je décris là, je ne veux pas dire que je l'avais vu, compris, cerné, mais j'avais compris que la direction c'était celle-ci, vis-à-vis de ce qu'on constate dans les rues, et qui ne sont que les prémices. Et concernant tout ce qui est, on va dire, gestion politique et direction politique, là, ben, j'avais déjà les billes, vu que j'avais déjà décortiqué le truc il y a des dizaines d'années, à travers le traité de Maastricht. Sur ce, je sais que je vais me faire pourrir. Allez-y, pourrissez-moi, mettez des pouces vers le bas, niquez-moi ma race, comme on dit. Enfin bon, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai l'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à plus.